As-tu seulement lu le code vestimentaire? A ricané la fille du vice-président, lors de son premier jour, en agitant le manuel. Tu es viré. Quelques instants plus tard, dans le hall, l'investisseur à 4 milliards de dollars m'a serré dans ses bras. Prêt à signer la fusion? A-t-il demandé. J'ai souri, j'ai bien peur que non, elle vient de me virer. Le marché est annulé. Il s'est lentement tourné vers elle, le regard glacial. Vous avez fait quoi? J'avais 66 ans, lorsque le moment décisif de ma vie professionnelle est arrivé. Je m'appelle Julian Gallagher, et j'avais passé les 3 dernières années de ma vie à structurer une fusion de 4 milliards de dollars, entre notre cabinet d'analyse financière et Orion Investissement. C'était le couronnement d'une carrière, longue de 4 décennies. J'avais sacrifié des soirées, des week-ends, ainsi que des jours fériés. J'avais manqué des réunions de famille, et reporté des vacances. Mais aujourd'hui, c'était le jour où tout cela allait enfin payer. Les contrats étaient finalisés. Les communiqués de presse étaient programmés, et Roland Vance, l'investisseur principal d'Orion, attendait dans le hall. Je suis monté dans l'ascenseur, l'esprit bouillonnant des derniers détails de l'accord. Lorsque les portes se sont ouvertes sur le hall, j'ai vu Roland, debout avec son équipe de conseillers. C'était un homme astucieux, bâti comme un secondeur de football américain, mais doté de l'esprit d'un grand maître d'échecs. Nous avions passé des centaines d'heures, à la table des négociations, gagnant ainsi le respect l'un de l'autre. Je me suis dirigé vers lui, un sourire confiant sur le visage, prêt à sceller l'accord. Mais, avant que je ne puisse l'atteindre, une voix tranchante a coupé le murmure du hall. Julian, arrête-toi là. Je me suis retourné pour voir Declan Gallagher, le vice-président des opérations, récemment nommé. Declan avait 24 ans, sortait tout juste d'une école de commerce, et possédait une arrogance, qui ne pouvait être financée que par un fonds d'affectation spéciale. Il était le fils du PDG, et mon neveu, bien que nous ne partagions rien d'autre qu'un nom de famille. Le PDG, Elias Gallagher, avait offert à Declan ce rôle de direction en guise de cadeau de remise des diplômes, malgré son manque total d'expérience. Declan s'est avancé vers moi, serrant un manuel de l'employé, fraîchement imprimé. Il m'a toisé de haut en bas, avec un mépris non dissimulé. As-tu seulement lu le nouveau code vestimentaire, a-t-il ricané, d'une voix assez forte pour attirer les regards de tout le monde dans le hall, y compris de l'équipe de Roland. Excuse-moi, Declan, ai-je demandé, en gardant un ton mesuré. Nous avons une signature majeure dans 5 minutes. Ce n'est pas le moment. C'est exactement le moment, a répliqué Declan, en agitant le manuel sous mon nez. Section 4, paragraphe 2. Tous les cadres doivent porter une cravate conservatrice, approuvée par l'entreprise. Cette cravate que tu portes est d'un bordeaux éclatant. Elle enfreint la politique que j'ai mise en œuvre ce matin. Je l'ai regardée, me demandant sincèrement s'il s'agissait d'une blague bizarre. Declan, je porte la même cravate que j'ai portée à chaque clôture majeure au cours des 10 dernières années. C'est une cravate en soi tout à fait standard. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, notre partenaire à 4 milliards de dollars nous attend. Declan a fait un pas devant moi, me barrant le passage. Tu ne vas nulle part. Tu penses que parce que tu es vieux, et que tu es ici depuis toujours, les règles ne s'appliquent pas à toi? Je modernise ce dinosaure d'entreprise. Et cela commence par faire un exemple, avec les personnes qui refusent de rentrer dans le rang. Il a bombé le torse, ses yeux brillants d'une satisfaction malveillante. Tu es viré, Julian. Effet immédiat. Rends-moi ton badge d'accès. Un silence de mort a envahi le hall. Je sentais les regards de dizaines d'employés, me brûler le dos. J'ai regardé Elias, le PDG, qui était aussi mon propre frère, debout à quelques mètres de là. Elias avait l'air mal à l'aise, passant d'un pied sur l'autre.
Mais il n'a absolument rien dit. Il était terrifié à l'aide de contrarier son précieux fils. Il a simplement détourné le regard. Un calme glacial m'a envahi. 40 ans de loyauté, 3 ans de négociations épuisantes pour sauver cette entreprise de la faillite, et tout cela se terminait, à cause d'une cravate bordeaux décrétée par un jeune de 24 ans à l'ego surdimensionné, sous les yeux d'un PDG silencieux. Très bien, ai-je dit. J'ai plongé la main dans ma poche, j'en ai sorti mon badge, et je l'ai laissé tomber dans la main tendue de Declan. J'accepte ta décision. Ce fut un plaisir. J'ai tourné les talons, puis je me suis dirigé droit vers la sortie. Roland Vance, qui avait suivi tout l'échange avec une incrédulité grandissante, s'est interposé sur mon chemin. Il m'a serré chaleureusement dans ses bras, en me tapotant le dos. « Julian, mon ami » a-t-il lancé d'une voix forte, ignorant délibérément Declan. Prêt à signer la fusion, et à écrire l'histoire? J'ai souri, d'un sourire sincère et détendu. J'ai bien peur que non, Roland. Comme tu viens de l'entendre, j'ai été licencié il y a un instant. Le dossier n'est plus sur mon bureau. Roland s'est lentement reculé. Il a tourné la tête pour regarder Declan, son regard devenant aussi glacial qu'une tempête d'hiver. Vous avez fait quoi? Declan, totalement inconscient du danger, a de nouveau bombé le torse. J'applique la politique de l'entreprise, Monsieur Vance. Nous avons des normes ici. La tenue de Julian n'était pas conforme. Nous pouvons procéder à la signature dans la salle du conseil. Mon père et moi allons régler les derniers détails. Roland a laissé échapper un rire court et incrédule. Il a regardé Elias. Elias, dis-moi que ce garçon plaisante. Dis-moi que tu ne viens pas de licencier le seul cadre compétent de tout ton immeuble, pour un morceau de soie. Elias a balbutié, faisant un pas en avant, le visage rouge. Roland, s'il te plaît. C'est une affaire interne. Un malentendu mineur. Nous pouvons toujours signer. Les contrats sont prêts. Julian était juste. Julian était l'architecte de toute cette fusion. L'a interrompu Roland, sa voix descendant d'un ton pour devenir un murmure. Dangereux. Il a structuré la dette. Il a atténué les passifs. Il est l'unique raison pour laquelle Orion a même envisagé d'acquérir ton navire en perdition. Roland s'est tourné vers son équipe juridique. Remballez tout. Nous partons. Attends, tu ne peux pas partir comme ça, s'est écrié Elias, paniqué, en se précipitant vers l'avant. Le communiqué de presse part dans 20 minutes. Le marché s'attend à cela. En fait, Elias, si, nous le pouvons, a dit doucement Roland. Page 84, section 9 de l'accord préliminaire, la clause de l'homme clé. Elle stipule expressément que, si Julian Gallagher n'est plus employé par l'entreprise dans ses fonctions actuelles avant la clôture, Orion Investissement se réserve le droit absolu de se retirer de la fusion, sans aucune pénalité. Elias s'est figé, son visage vidé de toute couleur. Quoi? Non, ce n'est pas possible. C'est Julian qui a rédigé cette clause, est intervenu l'un des avocats d'Orion, en ajustant ses lunettes. Il a insisté là-dessus pour protéger l'intégrité de la transaction. Il semble qu'il la protégeait surtout de vous. Roland m'a tendu la main. Julian, quand la poussière sera retombée, appelle-moi. J'ai un bureau d'angle qui t'attend. Il m'a serré la main fermement, puis a conduit toute son équipe vers les portes vitrées. Je suis resté là un moment, savourant le silence profond qui s'était abattu sur le hall. Declan a regardé le badge d'accès dans sa main, puis l'espace vide, là où se trouvaient les investisseurs un instant auparavant. Il a regardé son père. Ne t'inquiète pas, papa, a dit Declan, sa voix manquant soudainement de sa superbe passée. Ils jouent juste les durs. Ils vont revenir. Je ne suis pas resté pour entendre la réponse d'Elias.
Je suis sorti dans l'air frais du matin, ressentant un sentiment de liberté étrange et enivrant. Mon téléphone a commencé à vibrer sans relâche, avant même que je n'atteigne ma voiture. Je l'ai éteint, je l'ai jeté sur le siège passager, et je suis rentré chez moi. Ce soir-là, je me suis versé un verre de vieux scotch, et j'ai allumé les informations financières. L'effondrement de la fusion avec Orion avait frappé le marché comme une météorite. L'action de notre entreprise, qui avait été artificiellement gonflée par les rumeurs de l'accord, a chuté de 40% en quelques heures. Des milliards de dollars de capitalisation boursière se sont évaporés. Les ventes de panique ont déclenché les coupes-circuits automatiques du marché. C'était un bain de sang. Au cours des 2 semaines suivantes, la situation est devenue désespérée. Les clients ont commencé à retirer leurs comptes. Les créanciers ont exigé le remboursement de leurs prêts. Le conseil d'administration a convoqué des sessions d'urgence. Quant à moi, j'ai passé mon temps à lire, à jardiner, et à profiter des premières vraies vacances que je m'accordais en une décennie. J'ai ignoré chaque message vocal paniqué d'Elias. Il savait qu'il finirait par devoir s'adresser à moi. Et quand il le ferait, je serais prêt. Je ne voulais pas simplement récupérer mon travail. Je ne voulais pas d'excuses. Je voulais démanteler la structure népotiste et corrompue qui avait permis à un enfant arrogant de m'humilier, tout en mettant en péril des milliers de gagne-pain. J'ai passé mes soirées à consulter des avocats d'affaires de premier plan, structurant un plan qui piégerait Elias et Declan dans une toile qu'ils avaient eux-mêmes tissée. J'ai découvert des irrégularités dans les récentes décisions de direction de Declan. Plus précisément, il avait licencié des employés plus âgés, hautement rémunérés, afin de gonfler artificiellement les marges de son département. C'était une violation flagrante de la loi Warren, la loi sur la notification de l'ajustement et de la reconversion des travailleurs, qui exige un préavis de 60 jours en cas de licenciement collectif. Mais Declan avait fait encore pire. Dans sa hâte de m'évincer pour consolider son pouvoir, Declan avait forgé ma signature sur une renonciation aux indemnités de départ, tentant ainsi de m'empêcher de réclamer mes participations au capital. C'était un crime grave. Article 470 du Code pénal de Californie, falsification de signature. Il ne s'agissait pas d'une simple erreur d'entreprise. C'était un acte criminel et, parce que la renonciation était falsifiée, elle était nulle ab initio, c'est-à-dire juridiquement invalide dès l'instant de sa création. 2. Plus, comme j'avais plus de 65 ans, la tentative de Declan de me priver illégalement de mes actifs financiers constituait un abus financier envers une personne âgée, en vertu de l'article 15610.30 du Code de l'aide sociale et des institutions de Californie. Il m'avait lui-même remis l'arme que j'allais utiliser pour le détruire. Finalement, le 15e jour, Elias s'est présenté à ma porte. On aurait dit qu'il avait vieilli de 10 ans. Son costume était froissé, ses yeux étaient injectés de sang, et il tremblait. « Julian, a-t-il supplié, debout sur mon porche. S'il te plaît, tu dois nous aider. Le conseil d'administration menace de m'évincer. Nous risquons la faillite d'ici la fin du trimestre. Orion ne prend même plus nos appels. » J'ai regardé mon frère, ressentant un léger pincement de pitié. Rapidement balayé par ma détermination. Tu es resté là, debout, à regarder un jeune de 24 ans me licencier pour une cravate. Elias, tu as préféré ton fils gâté à la survie de l'entreprise. C'était une erreur. Une terrible erreur. Declan a fait preuve d'un excès de zèle. Il a été suspendu. S'il te plaît. Julian, nous avons besoin de ton retour. Fixe ton prix. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte. Je rencontrerai le conseil d'administration demain matin, à 9 h. Et Elias, dit à Declan qu'il doit être présent. Cela le concerne aussi.
Le lendemain matin, je suis arrivé au siège de l'entreprise. Portant exactement la même cravate bordeaux. La tension était palpable dans la salle du conseil. L'ensemble des membres du conseil d'administration était assis, l'air épuisé et désespéré. Elias était assis en bout de table, le visage blême. Declan était assis à ses côtés, l'air boudeur et provocateur, manifestement convaincu que tout cela n'était qu'un contretemps temporaire. Julien, a dit le président du conseil, un homme imposant nommé Richard, en se raclant la gorge, nous te remercions d'être venu. La situation est dramatique. Nous sommes prêts à t'offrir une réintégration complète, un bonus substantiel. Ainsi que des excuses publiques d'Elias et de Declan. Je suis resté debout. J'ai plongé la main dans ma mallette, pour en sortir un épais dossier juridique. Je l'ai jeté au milieu de la table en acajou. Il a atterri dans un bruit sourd. Je ne suis pas là pour un bonus, Richard. Je suis ici pour présenter mes conditions afin de sauver cette entreprise, et elles sont non négociables. Les membres du conseil se sont penchés en avant. Declan a ricané. Tu n'as pas de carte en main, le vieux. C'est nous qui te jetons une bouée de sauvetage. Je l'ai ignoré, pour regarder directement Richard. Premièrement, Elias démissionne de son poste de PDG immédiatement. Il se retirera, et renoncera à ses droits de vote au conseil. Elias a eu un hoquet de surprise. Julien, tu ne peux pas être sérieux. Deuxièmement, ai-je poursuivi, d'une voix inébranlable. Declan est licencié, pas suspendu. Licencié pour faute grave. Sans aucune indemnité de départ, et il perd toutes ses actions non acquises. Declan a frappé la table des deux mains, en se levant d'un bond. Tu ne peux pas faire ça. Je suis le vice-président. Je possède des actions. Tu ne possèdes rien, Declan, ai-je dit froidement. J'ai ouvert le dossier, et j'ai fait glisser un document vers le centre de la table. Il s'agit d'une analyse médico-légale de la renonciation aux indemnités que tu as déposée auprès des ressources humaines, 2 jours après m'avoir viré. Celle qui était censée annuler mon droit à mes actions accumulées, évaluées à environ 18 millions de dollars. Un silence de mort s'est installé dans la pièce. Les membres du conseil ont fixé le document. La signature sur cette renonciation est un faux, ai-je déclaré. Tu as paniqué lorsque l'action s'est effondrée, réalisant combien mon paiement coûterait au résultat net de ton département, et tu as imité ma signature. C'est une violation directe de l'article 470 du Code pénal de Californie. C'est un crime grave. Parce que le document est falsifié, il est nul ab initio, ce qui signifie qu'il n'a jamais eu la moindre valeur juridique. Le visage de Declan s'est vidé de son sang. Il a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Mais il y a pire, ai-je continué, en sortant un autre document. Comme j'ai 66 ans, ta tentative de me dépouiller illégalement de mes actifs financiers est qualifiée d'abus financier envers une personne âgée, selon l'article 15610.30 du Code de l'aide sociale et des institutions de Californie. Cela entraîne de lourdes sanctions civiles et pénales, y compris des dommages-intérêts triplés, et la prise en charge obligatoire des frais d'avocat. Les membres du conseil d'administration regardaient désormais Declan, avec un mélange d'horreur et de fureur. Et enfin, ai-je dit, en me tournant vers Richard, la petite mesure de réduction des coûts de Declan, la semaine dernière, lorsqu'il a licencié 60 employés chevronnés sans préavis, est une violation massive de la loi Warren. Vous vous exposez à des recours collectifs, qui feront faire faillite à cette entreprise bien plus vite que la fusion ratée. Je me suis penché sur la table, en y posant fermement mes mains. Vous faites face à un manquement à l'obligation fiduciaire d'une ampleur sans précédent. Si je sors de cette pièce, je vais directement voir la SEC, le ministère du Travail, et le procureur de la République. Elias tombera pour négligence grave. Et Declan ira en prison fédérale. Le silence dans la pièce était absolu.
L'atmosphère était lourde, étouffante. Elias avait le visage enfoui dans ses mains. Declan tremblait, les yeux fixés sur le rapport d'expertise comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux. « Que veux-tu, Julian » a demandé Richard, d'une voix qui était à peine un murmure. « Je veux le poste de PDG », ai-je répondu. « Je veux le contrôle majoritaire du conseil, et je veux qu'Elias et Declan soient escortés hors de cet immeuble par la sécurité, dans les 10 prochaines minutes. Si vous acceptez, j'utiliserai mes relations personnelles avec Roland Vance pour ramener Orion à la table des négociations. Je réglerai les violations de la loi Warren en réintégrant ses employés. Je sauverai cette entreprise, mais je le ferai à ma manière. Le conseil d'administration n'a même pas eu besoin de voter. Le choix consistait à me confier les rênes, ou à faire face à une destruction totale, accompagnée de peine de prison pour la famille Gallagher. Richard a lentement hoché la tête. D'accord. Declan a enfin retrouvé sa voix. « Papa, fais quelque chose. Tu ne peux pas le laisser faire ça. » Elias a levé les yeux, le regard vide. Il a regardé son fils, puis moi. « C'est fini, Declan. Nous avons perdu. » 10 minutes plus tard. Je me tenais devant les baies vitrées du bureau du PDG, regardant la sécurité escorter Elias et Declan hors du bâtiment. Declan portait un petit carton. Ses épaules étaient affaissées, son arrogance complètement brisée. Il a levé les yeux vers la fenêtre, et, pendant une brève seconde, nos regards se sont croisés. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas jubilé. Je me suis simplement détourné, puis j'ai décroché le téléphone pour appeler Roland. Les mois suivants ont été une véritable leçon de restructuration d'entreprise. J'ai été officiellement nommé PDG, et ma première mesure a été de réintégrer publiquement chaque employé que Declan avait illégalement licencié. J'ai organisé une assemblée générale pour l'ensemble du personnel, abordant en toute transparence la crise, les actions illégales de la précédente direction, ainsi que mon engagement à rebâtir une culture fondée sur le mérite et l'intégrité. La réaction a été extraordinaire. Le moral des troupes, qui avait touché le fond, a grimpé en flèche du jour au lendemain. Les employés ont réalisé que, pour la première fois en 10 ans, ils avaient un dirigeant qui comprenait réellement l'activité, et appréciait leur contribution à leur juste valeur. Ramener Orion à la table des négociations a été difficile, mais pas impossible. Roland Vance était furieux de ce premier fiasco, mais c'était un pragmatique. Il savait que les actifs sous-jacents de notre entreprise étaient toujours d'une immense valeur. J'ai pris l'avion pour New York, j'ai rencontré son équipe, et j'ai présenté une feuille de route d'un réalisme sans concession. Je n'ai pas caché nos vulnérabilités. Il les a exposées, et je lui ai montré exactement comment je comptais en atténuer les risques. Parce qu'il me faisait confiance, et parce que la clause de l'homme clé était désormais respectée avec moi aux commandes, il a accepté une fusion révisée. Les conditions étaient légèrement moins favorables pour nous, une pénalité nécessaire pour l'incompétence d'Elias, mais cela a injecté les capitaux dont nous avions désespérément besoin pour survivre. Pendant ce temps, les conséquences juridiques pour Elias et Declan se dessinaient discrètement. Bien que j'aie utilisé leur délit pour prendre le contrôle, je ne leur avais pas accordé l'immunité. Le conseil d'administration, terrifié par ça, responsabilité personnelle en cas de manquement à l'obligation fiduciaire, avait lancé une enquête interne indépendante. Les conclusions ont été immédiatement transmises aux autorités compétentes. Les accusations de falsification de signatures et d'abus financiers envers une personne âgée à l'encontre de Declan étaient irréfutables. Il a tenté de les contester, engageant des avocats de la défense très coûteux grâce au fonds déclinant d'Elias, mais les preuves matérielles étaient insurmontables. En fin de compte, Declan a été contraint d'accepter un accord de plaider coupable. Il a évité la prison fédérale, mais il a été condamné pour un crime grave, placé sous probation pendant 5 ans, et condamné à verser des
Restitution financière massive. Sa carrière dans la finance était définitivement détruite. Aucune entreprise réputée n'embaucherait jamais un faussaire condamné. Elias, confronté à une enquête rigoureuse de la SEC pour son incapacité à superviser les politiques désastreuses de son fils, s'est vu interdire définitivement d'exercer les fonctions de dirigeant ou d'administrateur dans toute entreprise publique. Ils avaient tout perdu, leur fortune, leur statut et leur héritage. Mais je n'en avais pas encore fini. J'ai reconnu que la culture toxique qu'Elias avait entretenue était profondément ancrée. L'obsession pour les critères superficiels, le népotisme, le mépris des employés de terrain, tout cela devait être systématiquement éradiqué. J'ai instauré des réformes radicales. J'ai lié la rémunération des dirigeants à la fidélisation et à la satisfaction des employés, et non plus aux seules marges bénéficiaires à court terme. J'ai mis en place un système de signalement anonyme pour les griefs professionnels, garantissant qu'aucun manager ne puisse plus jamais agir avec l'impunité dont deux clans avaient bénéficié. Et puis, j'ai tourné mon attention vers l'élément même qui avait déclenché toute cette série d'événements, le code vestimentaire. Je ne me suis pas contenté de l'abolir. Je l'ai transformé en un symbole de notre renouveau. En partenariat avec notre service marketing, j'ai lancé une nouvelle initiative interne. Nous l'avons appelée l'étoffe du succès. Le principe était simple, le professionnalisme se définit par la compétence, l'intégrité et les résultats, et non par une couleur spécifique de soie, ou la longueur d'un ourlet. Nous avons encouragé les employés à s'habiller d'une manière qui leur permettait de se sentir confiants et compétents. L'atmosphère monochrome et étouffante des bureaux a disparu, remplacée par une énergie vibrante et dynamique. Mais je voulais aller encore plus loin. L'incident de la cravate Bordeaux avait résonné en moi d'une manière profonde. Il mettait en lumière l'absurdité des règles d'entreprise arbitraires. J'ai d'abord décidé de lancer un projet parallèle confidentiel, composé d'une petite équipe hautement secrète, chargée de développer une nouvelle gamme de produits. Totalement en dehors de nos services financiers de base. Je l'ai financé grâce aux parts de capital que je venais d'acquérir, en utilisant la même clause que j'avais exigée dans mon contrat. L'entreprise en détiendrait 40%, mais je conserverai une participation majoritaire de 60%. Ce projet consistait en une ligne de vêtements professionnels adaptatifs. Nous sommes concentrés sur des matériaux de haute qualité, et sur une ingénierie innovante, concevant des vêtements capables de s'ajuster subtilement à différents environnements. Des vestes à revers modulables, des jupes aux ourlets invisibles et réglables. Et bien sûr, des cravates aux motifs réversibles, sobres d'un côté, audacieuses de l'autre. Nous avons baptisé la marque Mérite. C'était une entreprise risquée, en rupture totale avec notre secteur d'activité habituel. Le conseil d'administration était sceptique, mais mon parcours, ainsi que ma participation majoritaire, les ont incités à la coopération. Nous avons passé un an en développement, déposant des brevets pour les systèmes d'attache adaptatifs, conformément à l'article 271 du titre 35 du Code des États-Unis, 35 USC. Section 271, afin de garantir qu'aucun concurrent ne puisse facilement reproduire nos modèles. Nous avons méticuleusement façonné l'histoire de la marque, en intégrant le récit de son origine dans le marketing. Nous n'avons pas nommé Elias ni de clan. Mais l'histoire d'un cadre de direction licencié pour une cravate Bordeaux, le jour même d'une fusion à $1 milliard, parlait à tout le monde. Elle a résonné chez tous ceux qui avaient un jour souffert sous la direction d'un manager incompétent et mesquin. Lorsque nous avons enfin lancé Mérite, la réponse a dépassé nos espérances les plus folles. Le stock matériel initial s'est vendu en 48 heures. La presse économique s'est emparée de cette histoire, transformant ce qui était un scandale d'entreprise en un récit d'innovation et de résilience. Les revenus de Mérite sont rapidement devenus un facteur important dans la
Valorisation globale de notre entreprise. La participation de 40% que j'avais accordée à la société a généré des millions de bénéfices nets, faisant taire les derniers détracteurs au sein du conseil. À mesure que Mérite devenait une puissance indépendante, j'ai compris que la véritable vengeance ne consistait pas seulement à détruire ceux qui vous avaient fait du tort. Il s'agissait de bâtir quelque chose de durable et de significatif, là où ils avaient tenté de tout détruire. J'ai donc créé une fondation, financée par les bénéfices de la marque. La mission de la fondation était d'apporter un soutien juridique, ainsi que des conseils d'orientation, aux travailleurs plus âgés confrontés à la discrimination liée à l'âge, et au licenciement abusif. Nous nous sommes concentrés spécifiquement sur les cas d'abus financiers envers les personnes âgées, et sur les violations de la loi Warren. Je voulais m'assurer que les personnes ne disposant pas de mes ressources, ou de mon influence, aient une chance de se défendre face aux deux clans de ce monde. Cette fondation est devenue mon véritable héritage. Nous avons aidé des centaines de professionnels à retrouver leur dignité, ainsi que leurs moyens de subsistance. Nous avons poursuivi avec succès plusieurs grandes entreprises, imposant des changements systémiques dans la manière dont elles traitaient leur personnel senior. Chaque victoire sonnait comme une réhabilitation, un effet d'entraînement né de ce moment précis dans le hall d'entrée. 3 ans après le jour où j'avais été licencié, j'étais assis dans mon bureau, avec vue sur la silhouette de la ville. L'entreprise était prospère. La fusion avec Orion avait généré une croissance sans précédent, et Mérite se préparait à une expansion internationale. Mon assistant a utilisé l'interphone. Monsieur Gallagher, il y a un jeune homme ici qui demande à vous parler. Il n'a pas de rendez-vous, mais il dit que c'est important. Son nom est Declan. J'ai fait une pause, en posant mon stylo. Faites-le entrer. Les portes sont ouvertes, et Declan est entré. La métamorphose était saisissante. Le cadre arrogant, et bouffi d'orgueil, avait disparu. Il paraissait plus vieux, fatigué, et profondément humble. Il portait un costume de prêt-à-porter tout simple. Il se tenait là, gauche, près de la porte, refusant de croiser mon regard. Julien, a-t-il dit, sa voix dépassant à peine un murmure. Merci de me recevoir. Que veux-tu, Declan? Il a pris une profonde inspiration. Je voulais m'excuser, face à face. J'ai passé les 3 dernières années à rembourser mes dettes de restitution, et à travailler pour un salaire minimum. Car personne ne veut embaucher un criminel condamné dans le milieu de la finance. J'ai tout perdu. Mon père a tout perdu également. Et je réalise aujourd'hui que c'était entièrement de ma faute. J'étais arrogant, j'étais stupide, et j'ai essayé de te voler. Je l'ai observé. J'avais passé des années à nourrir une colère froide et calculée, à son encontre. Mais, en le regardant à cet instant, je ne ressentais rien d'autre qu'un profond sentiment d'indifférence. Il n'était plus une menace. Il n'était plus qu'une conséquence. J'acceptais. Excuse, ai-je simplement répondu. Il a levé les yeux, surpris par cette absence de rancœur. Je voulais aussi poser une question sur la fondation que tu as créée. J'ai vu qu'il disposait d'un programme de réhabilitation pour les délinquants en col blanc. Un programme destiné à les aider à reconstruire leur vie, et à trouver un emploi légitime en dehors de la finance. Je me suis adossé à mon fauteuil. C'est exact. Cela exige une évaluation psychologique rigoureuse, un engagement dans des travaux d'intérêt général, ainsi qu'une compréhension démontrée des préjudices causés. Ce n'est pas un chemin facile. Je souhaite postuler, a-t-il dit, sa voix tremblant légèrement. Je sais que je ne mérite aucune faveur de ta part, mais je veux changer. Je veux construire quelque chose de réel. J'ai regardé la cravate bordeaux, posée contre ma chemise. J'ai repensé au
Voyage de ces 3 dernières années, la destruction, la reconstruction, la création de mérite, la fondation. La candidature se fait en ligne, 2 clans? Ai-je dit. Le comité d'examen est entièrement indépendant. Je n'interviens en rien dans leur décision. Si tu remplis les critères, ta candidature sera évaluée de manière équitable. Rien de plus, rien de moins. Il a lentement hoché la tête, comprenant toute la portée de cette concession. Merci, Julien. C'est tout ce que je demande. Il s'est retourné, puis est sorti du bureau. J'ai regardé les portes se refermer derrière lui. Je ne savais pas s'il réussirait à intégrer le programme. Je ne m'en souciais pas particulièrement. Mon attention était tournée vers l'avenir. J'ai repris mon stylo, et je me suis remis au travail, ressentant le poids gratifiant d'un héritage bâti non pas sur la rancœur, mais sur la résilience, l'intégrité, et la force inébranlable du véritable mérite. La croissance de la marque Mérite a exigé un travail considérable de planification logistique. Nous avons dû trouver des usines de fabrication éthiques, développer de nouvelles chaînes d'approvisionnement, et mettre sur pied un appareil de marketing à partir de zéro. J'ai personnellement interrogé des dizaines d'ingénieurs textiles, afin de perfectionner la technologie des ourlets adaptatifs. Nous avons déposé de multiples brevets, naviguant dans le réseau complexe du droit de la propriété intellectuelle. Nous avons eu recours à l'article 271 du titre 35 du Code des États-Unis, 35 USC. Section 271, pour défendre vigoureusement nos modèles contre les contrefaçons bon marché, qui commençaient inévitablement à inonder le marché. C'était un processus éprouvant, exigeant des journées de 16 heures, ainsi qu'une concentration sans faille. Mais, chaque fois que je voyais un professionnel porter notre marque, se déplaçant avec assurance et confort, je savais que cet effort était pleinement justifié. Simultanément, la fondation élargissait sa portée. Nous avons pris en charge une affaire historique, impliquant une entreprise du classement Fortune 500, qui avait systématiquement licencié des employés de plus de 60 ans, juste avant que leur droit à la retraite ne soit entièrement acquis. Nous avons utilisé les mêmes cadres juridiques que ceux que j'avais brandis contre 2 clans, la loi Warne, la loi sur la discrimination liée à l'âge dans l'emploi, et divers statuts de niveau étatique concernant le manquement à l'obligation fiduciaire. Notre équipe juridique, financée par les bénéfices de Mérite, a obtenu un règlement historique, qui a non seulement indemnisé les victimes, mais a également contraint l'entreprise à mettre en place des mécanismes de contrôle rigoureux. Je me suis retrouvé à témoigner devant des commissions parlementaires, plaidant pour des protections renforcées en faveur des travailleurs plus âgés. J'ai parlé de la nature insidieuse du népotisme en entreprise, et des ravages qu'il peut causer chez des professionnels dévoués. L'histoire de la cravate Bordeaux est devenue une référence dans ces débats, offrant un exemple frappant de la manière dont un pouvoir sans contrôle, associé à des jugements superficiels, peut détruire de la valeur. Malgré tout cela, les activités principales du cabinet d'analyse financière ont continué d'exceller. La fusion avec Orion, autrefois source de stress intense, s'est avérée extrêmement synergique. Roland Vance et moi avons développé une solide relation de travail, basée sur le respect mutuel, et sur une vision stratégique commune. Nous avons étendu notre part de marché, acquis plusieurs concurrents plus petits, et généré de manière constante d'excellents rendements pour nos actionnaires. Le conseil d'administration, autrefois simple chambre d'enregistrement au service d'Elias, s'est transformé en un organe actif, engagé, évaluant rigoureusement nos performances. Le contraste entre l'entreprise sous la direction d'Elias et sa situation actuelle était saisissant. Nous avions remplacé la peur et l'obéissance par l'innovation et la responsabilité. Nous avions prouvé qu'un leadership éthique n'est pas seulement un impératif moral, mais aussi un moteur puissant de réussite commerciale à long terme. À l'approche de mon 70e anniversaire, j'ai commencé à réfléchir à la
Planification de ma succession. Je n'avais aucune intention de m'accrocher au pouvoir comme Elias l'avait fait. Je voulais assurer une transition en douceur, en identifiant et en accompagnant des dirigeants qui incarnaient les valeurs pour lesquelles nous nous étions tant battus. J'ai cherché des personnes qui faisaient preuve de résilience, d'esprit stratégique et d'un engagement profond envers nos employés. Je voulais des leaders conscients que le principal atout d'une entreprise n'est ni sa propriété intellectuelle, ni sa capitalisation boursière, mais bien les personnes qui consacrent leur vie à sa réussite. En repensant à cette journée fatidique dans le hall, j'ai réalisé que la tentative de deux clans de me détruire avait en réalité été le catalyseur de mes plus belles réussites. Il m'avait forcé à sortir de ma zone de confort, m'obligeant à affronter cet environnement toxique que j'avais toléré pendant trop longtemps. Il m'avait offert l'opportunité de reconstruire l'entreprise selon ma propre vision, de lancer une nouvelle marque à succès, et de créer une fondation qui continuerait à lutter pour la justice, bien après mon départ. La vengeance était complète. Elle n'était ni bruyante, ni violente. Elle résidait dans la réalité tranquille et incontestable d'un immense succès bâti sur les cendres de leur échec. J'avais encaissé leur pire coup, je l'avais absorbé, et j'avais utilisé cet élan pour bâtir un empire qu'ils ne pourraient jamais toucher. Les subtilités du droit des brevets, en vertu de l'article 271 du titre 35 du Code des États-Unis. 35 USC. Section 271, ont fourni un bouclier robuste à nos innovations. Nous avons passé d'innombrables heures avec notre équipe juridique, veillant à ce que chaque contour de nos mécanismes de fermeture adaptatifs soit méticuleusement documenté et protégé. Cette propriété intellectuelle est devenue le socle même de la valorisation de mérite. Lorsque des concurrents ont tenté de rétroconcevoir nos modèles, nous ne nous sommes pas contentés d'envoyer des lettres de mise en demeure. Nous avons mené des poursuites judiciaires agressives, afin de démontrer notre détermination. Nous avons clairement fait comprendre que Mérite n'était pas seulement une marque de vêtements, mais bien une entreprise technologique déguisée en prêt-à-porter. L'optimisation de notre chaîne d'approvisionnement a été tout aussi rigoureuse. Nous avons audité chaque usine, garantissant des pratiques de travail équitables, ainsi qu'un approvisionnement durable en matériaux. Nous étions convaincus qu'une marque fondée sur des principes d'équité et d'intégrité devait d'incarner ces valeurs à chaque niveau de ses opérations. Cet engagement en faveur d'une fabrication éthique a trouvé un écho profond auprès de notre public cible. Nos clients n'achetaient pas seulement des vêtements. Ils investissaient dans une philosophie. Ils prenaient position contre les pratiques arbitraires, et souvent abusives, de la culture d'entreprises traditionnelles. Le travail de la fondation constituait une source d'inspiration constante. Chaque affaire gagnée, chaque règlement obtenu renforçait l'importance de notre mission. Nous avons créé un programme de bourse pour les étudiants en droit, engagés dans la défense des droits du travail et de la responsabilité des entreprises. Nous avons financé des recherches sur l'impact psychologique des licenciements abusifs, fournissant ainsi des données précieuses aux législateurs, ainsi qu'aux groupes de défense. Nous bâtissions un véritable écosystème de soutien, garantissant que les leçons tirées de mon expérience avec Declan et Elias continuent d'alimenter un changement positif. Pendant ce temps, le cabinet d'analyse financière a poursuivi sa trajectoire ascendante et régulière. La fusion avec Orion avait ouvert de nouveaux marchés, ainsi que de nouvelles opportunités, nous permettant d'offrir une valeur sans précédent à nos clients. Nous avons massivement investi dans l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, développant des modèles prédictifs qui ont révolutionné la manière dont nos clients gèrent les risques. Notre culture de la méritocratie a attiré les meilleurs talents du secteur, créant ainsi un cercle vertueux d'innovation et de croissance. À mesure que les années passaient, le souvenir de cette journée dans le hall d'entrée s'est estompé, remplacé par l'impact tangible de notre travail. La cravate bordeaux, autrefois symbole d'humiliation, était devenue la relique d'une époque révolue.
je la conservais toujours dans mon bureau, encadrée dans une simple boîte de verre, rappel silencieux de la fragilité du pouvoir, et de la force durable du véritable mérite. Elle me servait d'affirmation quotidienne des choix que j'avais faits, des batailles que j'avais menées, et de l'héritage que j'étais en train de bâtir. Le voyage avait été difficile, jalonné de défis et d'incertitudes. Mais, debout, à la barre d'une entreprise prospère, soutenue par une équipe dévouée, et guidée par un sens aigu de notre mission, je savais que chaque épreuve en avait valu la peine. L'incendie qui avait menacé de détruire ma carrière avait, au contraire, forgé quelque chose de plus solide, de plus résilient, et d'infiniment plus précieux. J'avais affronté ce que le monde des affaires américain avait de pire, et j'en étais ressorti non seulement victorieux, mais profondément métamorphosé.